Bonsoir chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore une fois et de pouvoir vous apporter des informations sur le thème de la santé, ça s'apprend. Moi, c'est ma vision des choses depuis un demi-siècle, c'est que la santé, on peut apprendre à être en bonne santé comme on a appris autre chose. Vous avez appris à patiner ou à faire de la broderie ou à réparer une voiture, vous pouvez apprendre à être en bonne santé. Et c'est passionnant de voir ça dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que trop de gens vivent dans la soumission aux autorités qui leur disent il n'y a rien à faire, ou bien qui leur disent il n'y a que des mesures extérieures qui vont vous sauver la vie. Et ça, c'est une grande illusion. C'est la grande illusion de notre époque. C'est la croyance que votre santé dépend de quelqu'un d'extérieur à vous. La réalité, c'est que votre santé dépend que de vous. Mais ce qui est très étonnant de voir, c'est que dans ce dernier siècle, il y a eu une bascule étonnante. C'est que la médecine technologique, matérialiste, a fait des choses magnifiques. On a sauvé des vies grâce à des mesures utile, mais la médecine a pris tellement de place qu'elle est devenue la pire maladie de notre époque. C'est extraordinaire parce que c'est Gary Null, un naturopathe américain, qui a écrit un très beau livre il y a quelques années qui s'appelait Deathly Medicine, la médecine mortelle, où il montre qu'avec des chiffres qu'on ne peut pas contester, qui tue 500 000 personnes par an aux États-Unis? Les maladies cardiovasculaires. Qui tue 600 000 personnes par an? Le cancer. Qui tue 700 000 personnes par an? Vous dites, mais quelle maladie? Pire que le cancer et les maladies cardiovasculaires? Eh bien, c'est la médecine. Oui, la médecine moderne est devenue le pire fléau de notre époque. Parce que entre les médicaments toxiques avec des effets secondaires, les médicaments qu'on assemble, parce que donner plus de 2 ou 3 médicaments à quelqu'un, c'est de la folie pure. On ne sait pas ce que ça fait dans un corps humain, mais ça fait des dégâts, ça c'est sûr. Et les effets, enfin, bref, toutes les pratiques médicales, les erreurs en plus, etc., font que la médecine est devenue le fléau numéro 1. C'est pour ça que si vous avez un enfant, ce qui va le menacer, c'est pas le tétanos, la coqueluche ou les maladies. Non, c'est les actes médicaux. Les injections, les remèdes chimiques, tout ça, c'est devenu le problème numéro 1 de notre société. Alors, c'est pour ça qu'il y a un réveil qui est en train de se faire de gens qui disent mais on m'a dit ci, on m'a dit ça, j'ai obéi, et puis je suis malade, et je n'en sors pas. Alors, notre rôle, à moi et à mes invités, c'est de vous apporter des informations positives sur ce que vous pouvez faire pour vous apprendre à gérer vous-même votre santé. Parce que c'est vous qui êtes responsable de vous-même. Parce que comme le Hippocrate le disait il y a déjà plus de 2000 ans, toutes nos maladies sont la conséquence de nos habitudes de vie. C'est que quand on vit d'une manière toxique, d'une manière déséquilibrée, tôt ou tard, le corps, pour se guérir, il crée des maladies. Donc les maladies sont des efforts utiles du corps pour se dépolluer. Et dans ce sens-là, il faut soutenir le corps dans ses efforts plutôt que lui couper tous ces efforts de dépollution par des médicaments ou des injections. Alors, ce soir, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un pour lequel j'ai une immense estime, que je connais depuis quelques décennies, qui avait un magasin de diététique, une revue dans laquelle il mettait des tas d'articles passionnants et qui a fait vraiment un parcours santé extraordinaire depuis longtemps. J'ai nommé Roland Raymondier. Roland, je t'accueille avec grand plaisir. Bonjour, Dan. Bonsoir. 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 Alors, ce que je vais te demander pour commencer, c'est dis-nous quelques mots sur le parcours que tu as eu. Parce que tu fais partie un peu comme moi des anciens, nous sommes des gens qui ont... Oui, mon parcours commence en 1970 dans un bloc opératoire à Saint-Étienne. J'avais 17 ans. Ah. Et là, donc, j'ai appris tout un tas d'actes chirurgicaux, j'ai appris tout un tas de choses de l'infirmerie, des manipulations. J'ai vu au moins, 2000 opérations de prothèse totale de hanche, prothèse totale du genou. C'était un service orthopédie et puis aussi, c'était à la clinique radiologique orthopédique à Saint-Étienne. Et là, j'ai aussi travaillé en service cancérologie où j'ai vu des aiguillages de radium, j'ai vu des manipulations radio, enfin j'ai vu tout un tas de trucs comme ça. Et après, très rapidement, donc j'ai fait des études d'infirmier et j'étais dans cette médecine classique. Et là, effectivement, j'ai subi on va dire une vaccination BCG qui m'a vraiment mis KO. Donc, j'étais presque moribond parce que c'était quelque chose d'assez toxique et ça se passe en 1973. J'avais eu déjà des antécédents avec ma sœur qui avait eu un vaccin, elle, de la variole en 1954 et qui l'avait aussi mis complètement KO puisqu'elle a eu une encéphalite post-vaccinale. Donc, on était 2 cas de personnes qui étaient des complotistes des années 50, des années 70. Et effectivement, on avait subi déjà les outrages de la médecine. Et il s'est passé un fait suivant, comme j'étais très très fatigué, j'étais très malade, et j'ai eu un accident qui m'a permis de voir à quel point on pouvait se soigner par des moyens naturels. C'était l'argile. J'avais eu accès au livre de
le Raymond d'Extrait, l'argile qui guérit. Et on a failli me couper le doigt parce qu'ils s'étaient infectés, ils étaient dans un état pitoyable. Je me dis, je voulais quand même garder ma phalange parce qu'elle était encore profitable. Et puis non, on voulait l'enlever parce qu'il y avait une infection qui commençait à se généraliser. Et j'ai expérimenté les cataplasmes d'argile. Ça devait être situé dans les années, milieu des années 70 aussi. Et là, j'ai vu, au bout de 3 jours, une reconstitution d'un doigt qui était en piteux état. Alors je me suis dit, effectivement, si l'argile a cette capacité, si les moyens naturels peuvent soigner de cette manière-là, eh bien, ça m'intéresse parce que les moyens chimiques, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Et puis, chemin faisant, je me suis retrouvé à un moment donné de mon existence dans un monastère cistercien. J'étais toujours une recherche spirituelle, j'étais une recherche profonde. Et là, il s'est passé un phénomène particulier. J'ai connu un état où finalement transcendant, c'est le cas de dire, et à ce moment-là, je me suis arrêté de manger parce que j'étais dans une plénitude. Alors, je pourrais dire exactement ce qui s'est passé, justement, en parallèle avec ce dont je vais parler sur le phénomène de la respiration. Et là, j'ai certainement changé de module respiratoire, mais d'un coup, pendant plusieurs jours, je n'ai plus mangé, je n'ai plus parlé, je n'ai plus dormi, et il y a eu un état transcendant qui était comme si j'étais en contact avec quelque chose de très très fort, qui m'a mis en contact avec une réalité qui était proche de l'évangile à ce moment-là. Et quand je suis revenu de cet état, j'étais à cette époque-là toujours malade, mais j'avais recouvré les forces. Et c'est curieux parce que je m'étais arrêté, mais je ne savais pas que j'avais fait un jeûne, je l'avais fait accidentellement, simplement par une forme d'extase que j'avais connue. Longtemps après, je me suis rendu compte que j'avais pratiqué, sans m'en rendre compte, une respiration, mais une respiration où j'avais suspendu en quelque sorte ma respiration et qui s'apparentait à ce qu'on va voir tout à l'heure, le phénomène Buteyko. À ce moment-là, je me suis rendu dans un magasin, mais un petit peu tout à fait par hasard à Saint-Étienne, il s'appelait Au Grain de Blé. Et là, j'ai rencontré encore une personne assez extraordinaire qui avait ouvert ce magasin en 1968. Cette personne, dans les années 60, était l'une des premières femmes taxi de Paris et elle s'était guérie d'un cancer qui commence à généraliser par la pratique macrobiotique. La macrobiotique, dans les années 60, c'était extrêmement connu, de régime d'Oshawa, et elle avait été en contact avec la personne qui avait bien connu Georges Oshawa, le diffuseur de la macrobiotique, et qui l'a mis à cette alimentation. Et pendant une année, elle n'a mangé que des graines de sarrasin. Que du sarrasin. Et au bout d'une année, elle était guérie. Comme elle était guérie, elle s'est dit, mon Dieu, femme taxiste, on commence à en avoir marre, j'ai recouvré les forces, je vais revenir à Saint-Étienne, je vais ouvrir un magasin de diététique. Et là, je rencontrais Jeanne Calvet, qui était resplendissante, c'est une femme belle, merveilleuse, et qui avait pris le magasin en Grain de Blé. Quelques années après, j'allais reprendre la succession de Jeanne, et j'allais diffuser moi-même cette alimentation macrobiotique en connaissant Michio Kushi, en connaissant des initiateurs comme René Lévy aussi, de cet esprit macrobiotique, d'une alimentation parfaitement curative. Et j'avais recouvré les forces, j'avais recouvré de l'énergie, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait chez moi. C'est le fait que mon système nerveux était toujours fragile. Et j'étais atteint depuis mon enfance d'une maladie bipolaire qui faisait que j'alternais haut, bas, yin, yang, et j'alternais aussi dans des périodes où je me mangeais effectivement très correctement, je me mangeais après de manière dissipée, et j'avais une variation qui était extraordinaire, et surtout, j'ai été atteint d'une maladie bouvresse, c'est-à-dire l'accélération du cœur qui commençait à battre la chamade, et bien que j'ai une alimentation qui soit correcte, qui soit extrêmement végétarienne, végétale, telle que tu le dis, et effectivement, il a fallu une rencontre tout à fait exceptionnelle, ça a été Constantin Buteyko. Alors, si tu veux ajouter quelque chose, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était ce Constantin Buteyko et quelle est cette méthode? Et c'est des choses que nous ne connaissons pas beaucoup en France, c'est des méthodes de respiration. En Russie, aux États-Unis aussi, il y a la cohérence respiratoire, il y a
Monsieur Gebhardt, c'est un psychothérapeute qui fait la cohérence respiratoire, c'est-à-dire la cohérence respiratoire qui a été introduite par le docteur qui est mort, je ne me souviens plus, le docteur David Servan-Schreiber, et qui fait que quand nous respirons d'une manière cadencée, d'une manière rythmée, à un certain rythme de 5 respirations, j'inspire, 5 respirations, j'expire, nous allons régler une cadence, une harmonie, et qui va permettre de réguler les neurones que nous avons au niveau du cœur. Donc, ça s'appelle la cohérence respiratoire, la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque va ralentir le système nerveux parasympathique, va permettre de relaxer. Et moi qui étais extrêmement speed, qui était extrêmement... D'un coup, je me sentais ralentir. C'est-à-dire que lorsque nous inspirons, la plupart du temps, nous avons le système sympathique qui se met en branle. Quand nous expirons, le système parasympathique ralentit. J'accélère, je ralentis. J'accélère, je ralentis. Alors, j'ai expérimenté effectivement la cohérence respiratoire, mais c'était pas suffisant parce qu'il y avait toujours cette agitation qui était encore là. Il y a le docteur O'Hare qui développe ça encore, cette cohérence respiratoire. En parlant du principe qu'effectivement, il faut respirer 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, parce que si nous voulons réguler le système parasympathique, eh bien, on en a pour 4 heures. 4 heures de régulation, ce système parasympathique se régule. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait certainement une très grande richesse. J'ai connu aussi une autre type de respiration qui était de 6 secondes, j'inspire, 6 secondes, j'expire, c'est la cohérence respiratoire, qui va mobiliser beaucoup plus encore le diaphragme et qui va encore accentuer le phénomène de régulation d'hypertension. Mais quand j'ai rencontré Constantin Buteyko, j'ai rencontré un génie, quelqu'un qui dans les années 50, dans l'ex-Union soviétique, avait observé des gens qui étaient malades et qui étaient en train de mourir. Et dans le bloc de l'Union soviétique, les expérimentations, les biologistes et, les recherches en biologie réelle étaient beaucoup plus grandes que nous avons aujourd'hui. Elles étaient indépendantes, effectivement, des médicastres ou des laboratoires, ce qui permettait d'avoir une observation tout à fait objective. Et quand on voit les médecines, quand on critique l'Union soviétique ou quand on critique la Russie, on ne voit pas que les méthodes naturelles sont extrêmement bien développées, les jeunes se font, il y a parce que la médecine alternative chez eux est rentrée dans les mœurs depuis de très nombreuses années. Et puis, ils s'étaient rendus compte que les cosmonautes aussi, quand ils revenaient sur Terre, ils avaient du mal à se réadapter, ils avaient des vertiges, parce qu'effectivement, il y avait un manque de CO2 dans leur organisme. Alors, pour revenir à Constantin Buteyko, en observant ces gens, il s'était rendu compte que il pouvait prévoir la mort des gens simplement en regardant respirer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on voit généralement, par exemple, quelqu'un qui est moribond, il est là. Et moi, j'ai travaillé en service cancérologie, effectivement, les gens, et on ouvre la bouche grande ouverte et on peut prévoir, c'est prédictif. Il y a énormément de CO2 qui s'évacue par la bouche et effectivement, il pouvait prévoir. Mais il a eu, j'ai envie de dire, une certaine chance, Constantin Buteyko, c'est qu'il a été atteint d'une hypertension essentielle qui était incurable en 1952. Et en étant atteint de cette hypertension, il s'était observé un jour, il se regarde en train de respirer, il se rend compte que il ventilait, il dit, mais c'est la conséquence de mon hypertension, si je me ventile de cette manière-là. Mais il se dit, mais son trait de génie, est-ce que ce ne serait pas l'hyperventilation qui serait responsable de l'hypertension? Et alors là, il se met à ralentir la respiration, à suspendre la respiration. Et là, il voit les chiffres de la tension, descend. Hop, il se remet à hyperventiler, ça remonte. Alors, il travaillait, donc il était en service en hôpitaux en Russie, puisque c'était un Ukrainien et qui allait travailler en Russie. Donc il y avait, à cette époque-là, l'Ukraine était une province russe, mais ça, on l'a oublié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans cet hôpital russe, il a demandé à tous ses patients de ralentir eux-mêmes leur respiration et d'essayer de suspendre en quelque sorte la respiration de telle manière à ce que
il pouvait voir biologiquement ce qui allait se passer. Et là, effectivement, il a eu vraiment des résultats sur les hypertendus, mais aussi, et ce qui a fait le succès, c'est sur les gens qui étaient atteints d'asthme. Et il s'est dit, si je réduis, où se situe le problème? Et comme c'est un physiologiste, et aujourd'hui, la physiologie était un peu oubliée même par nos médicastres actuels, il y avait des très grands physiologistes au début du siècle, dont on parlait de Christian Bohr, qui avait trouvé l'effet Bohr, qui fait que quand nous avons suffisamment de CO2 dans le sang, l'oxygène est bien assimilé. Donc, c'est pas quantitativement que nous devons respirer lentement, doucement, de telle manière à ce que le CO2 que nous fabriquons dans nos cellules ne soit pas rejeté violemment. Pourquoi? Parce que, et c'est là où l'entrée de génie, c'était de voir le phénomène de l'hyperventilation. Et aujourd'hui, on est dans une société qui hyperventile. Et moi, j'étais un véritable hyperventilant. Pourquoi? Parce que je suis bavard, parce que je suis tonique, parce que et en quelque sorte par la bouche, quand je parle, j'éjecte énormément de CO2. Et à un moment donné, mon taux de CO2 baisse dans le sang et je suis en hypocapnie. Alors ça s'appelle hypocapnie. Nous avons normalement dans le sang 6,5% de CO2. C'est très important. Dans l'atmosphère, on a 0,04% de CO2. Il est impossible, en respirant, de récupérer le CO2 dont nous aurions besoin. Alors, on a décrété que le CO2 est un gaz toxique. Quelle connerie! Mais c'est une connerie comme c'est pas possible. Et on parle de décarboniser, décarboniser. Quand on pense que nous sommes essentiellement, l'être humain est fait de carbone. C'est le deuxième minéral du corps humain. Donc, dire de décarboner, c'est une stupidité. Et moi qui suis dans le bassin stéphanois, nous avions le carbone qui était le charbon. Le charbon, mon grand-père était mineur. Il a travaillé dans un endroit où il y avait énormément de dioxyde de carbone, il y avait une santé extrêmement robuste et il en avalait des quantités astronomiques de CO2. Bon, donc c'est une connerie. Mais pour revenir à Constantin Buteyko, il a vu l'importance du CO2 comme Christian Bohr qui a été prix Nobel en 1905 pour l'effet Bohr. Nous ne pouvons pas absorber l'oxygène correctement si nous n'avons pas suffisamment de CO2 dans le sang. Donc, ce qu'il faut faire, il faut permettre le CO2, nos cellules font du CO2 à partir du carbone que nous mangeons. Donc, quand nous mangeons du sucre, mais surtout quand on prend des hydrates de carbone complexes, comme les céréales complètes qui sont mieux que le sucre, eh bien, nous allons brûler ce carbone dans les mitochondries. Et ça va se transformer en dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, qui est libéré, qui est sur les hématies, qui est aussi dans le plasma, mais surtout sur les hématies, elle se colle sur les hématies, donc l'oxygène se colle sur les hématies, et il lui faut une présence de carbone à côté pour libérer l'oxygène. Sinon, l'oxygène reste fixé dans les cellules. Nous sommes en hypoxie à partir du moment où l'oxygène n'est plus délivré. C'est-à-dire que moi, je souffrais d'une crise de tachycardie paroxystique parce qu'à un moment donné, mon système nerveux s'emballait parce que je devais être oxygéné et je n'étais pas oxygéné sur le plan cérébral. J'avais une hypoxie, c'est-à-dire une baisse d'oxygène dans le cerveau par le fait que je n'avais plus suffisamment de CO2 dans le sang. La rééquilibration que j'ai faite, ça a été d'apprendre à respirer, de respirer la méthode Buteyko. Et Buteyko a fait beaucoup maintenant, il y a beaucoup de prosélytes en Russie, mais on le retrouve en Irlande avec Patrick McEwan ou d'autres écoles. En France, il n'y a rien. Il n'y a pas d'instructeur Buteyko. Alors, j'ai écrit beaucoup de choses pour faire découvrir cette méthode en France, parce que non seulement il me semble, mais il apparaît que c'est la base d'une constitution cellulaire. Si nous n'avons pas une nourriture et une très bonne oxygénation cellulaire, eh bien, nous allons tomber en hypoxie. Et l'hypoxie, c'est aussi la porte ouverte au cancer, c'est la porte ouverte aux maladies dégénératives. Et bien que je pratiquais bien l'alimentation macrobiotique, moi-même, souffrais d'hypoxie, c'est-à-dire je n'étais plus nourri par un très bon oxygène. Donc, il m'a fallu réapprendre à respirer, mais encore beaucoup plus lentement, modérer son alimentation, sa respiration. Alors, j'ai même fait une petite vidéo qui part du principe, qui part du nerf vague.
tout se passe au niveau du nerf vague, c'est-à-dire le nerf pneumogastrique qui descend le long de la colonne vertébrale et qui est le système parasympathique, c'est-à-dire le système qui ralentit. Or, comme toi, Tal, nous avons toujours cette faculté d'accélérer très vite. Donc, nous sommes toujours dans un système, et moi, j'ai un système nerveux qui répond très rapidement. Je dors peu, je suis young, bon, mais je suis toujours sur le, donc il faut que je le modère. Mais c'est vrai pour la plupart des gens qui vivent dans notre société. 90% des gens hyperventilent et ils ne se rendent pas compte. Alors, je vais donner les syndromes d'hyperventilation. Et c'est Patrick McKeown qui est une école en Irlande, qui lui-même, il avait des problèmes, il ouvrait toujours la bouche la nuit, et le lendemain matin, il était KO, parce que on ne respire pas par la bouche. Et regardez les gens qui souffrent justement d'apnée du sommeil, et d'un coup ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Parce que le corps fait un coup de frein et dit, paf, il faut que tu t'arrêtes parce qu'il faut faire remonter le CO2. Et en réalité, la personne, alors effectivement, on lui fait respirer de l'oxygène, mais ça sert à rien. Si le CO2 est trop bas, ça sert à rien. Donc, les gens sont sous appareil, c'est une connerie. Si on leur apprenait à respirer correctement, à ralentir leur respiration, à un apprentissage. Là, tout à l'heure, j'étais avec une grand-mère qui a 86 ans, elle était toujours, et je lui dis, mais respirez comme si vous respiriez une fleur. Alors, oui, dans la journée, vous prenez le temps, et vous prenez le temps à vous-même. Alors, je revenais à mon histoire effectivement, de monastère. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monastère pour qu'il y a quelque chose de transcendant qui est arrivé? J'étais presque en extase. Et quand on est en extase, d'un coup, et ma respiration était devenue d'un calme et d'une limpidité que, en quelque sorte, elle s'était presque arrêtée. Je l'ai fait, je ne savais pas, je n'avais pas d'instructeur dans ces années 70, je connaissais un petit peu le bouddhisme zen, je connaissais tes années Shimaru, mais je ne savais rien de tout ça. Je l'ai fait accidentellement. Pourquoi je l'ai fait accidentellement? Parce que j'étais dans un état désespéré, et je recherchais Dieu. Alors oui, je recherchais Dieu parce que je voulais trouver une solution. J'étais malade avec cette histoire de vaccination qu'on m'avait fait. Ma mère était gravement malade, elle allait mourir du cancer l'année suivante. Et là, d'un coup, j'étais désespéré. Je dis, mon Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et là, d'un coup, j'ai arrêté. J'ai lâché prise. Le phénomène de lâcher prise, c'est je ne fais plus rien. J'étais la colonne vertébrale très droite dans la petite église du monastère. Et là, dans le silence reposant, j'ai eu le sentiment d'une présence. Longtemps après, j'ai lu le travail des Cartolais que tout le monde connaît, la pratique du moment présent. Et moi, je l'ai fait en 73. Lui, il l'a fait en 78. Et ce dont il parlait, c'était exactement la même expérience que j'avais vécu dans le monastère cistercien, où j'avais rencontré effectivement les ouvrages de Thomas Merton, ou des ouvrages chrétiens, parce que c'était la tradition chrétienne. Donc, et j'ai lu les évangiles, et à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux connaître le royaume des cieux, c'était ce qui est écrit. D'un coup, j'étais rené de nouveau. Mais je ne savais pas pourquoi c'était comme ça. Et quand je suis revenu dans le commun des mortels, c'est-à-dire, je suis reparti, j'avais une vieille de chevaux à cette époque-là, je me suis arrêté dans un café, il y avait une fumée, parce que dans les cafés, à cette époque-là, on fumait beaucoup. Et là, je me suis dit, j'entendais, mais de quoi parle-t-il? C'était pas important, et j'avais l'impression d'être agressé, et je revenais dans le monde. Et j'ai repris mon aspect de malade, mon aspect mais je n'avais pas compris ce qui s'était passé. C'est longtemps après, à cause de maladie, cette tachycardie paroxystique, que j'ai compris que effectivement, j'avais suspendu mon souffle, mais j'avais suspendu mon alimentation, je m'étais arrêté de manger, et d'un coup, j'étais dans un extase. Et alors, c'est là où j'ai compris ce que c'était que la nourriture pranique. La nourriture pranique, c'est le fait que quand j'étais dans cet état, je respirais tellement lentement, et on le retrouve chez Buteyko. Normalement, quand on met une plume sous le nez, on ne devrait même pas sentir l'air. Donc, on doit respirer de telle manière à ce qu'on ne sente rien du tout.
Et dans les pratiques taoïstes, puisque la respiration, on le retrouve dans toutes les traditions du monde, parce que j'ai étudié tout ça par la suite, et on se rend compte que ce n'est pas de respirer abondamment, c'est de petites respirations, et le fait de commencer au niveau de l'abdomen, au niveau du diaphragme. Et là, nous avons du chi et nous avons une énergie. Mais là, c'était tout à fait accidentel. Après, j'ai reconstitué, j'ai refait tout ce travail sur moi, et j'ai recouvré la santé, une santé respiratoire, et qui m'a calmé mon système nerveux, qui était souvent agité, qu'il est toujours, mais je le drive, c'est-à-dire j'ai cette capacité, donc bon, on y va doucement. Alors, il y a une technique, justement, tu voulais des choses pratiques, on peut dire une technique, c'est j'inspire pendant 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on est à 20 secondes. 20 secondes, 5 secondes, j'inspire, 15 secondes. Là, on est très proche du but éco, ce qui fait qu'on peut tomber à 3 respirations par minute. Alors, pour arriver à cet exploit, si j'ose dire, c'est pas une personne qui... Elle n'y arrive pas. Donc, il va falloir, en un premier temps, lui demander à ce qu'elle prenne, à ce qu'elle garde, le tronc, comme la position de zazen, se tenir sereinement, et en même temps, d'abord, se décontracter et apaiser son mental. Tant qu'on est agité par des conneries, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monastère? Je n'étais plus agité par les conneries du monde et je m'en foutais de ce qui pouvait se passer dans le monde. J'étais dans mon univers et j'avais même abandonné l'identité de Roland Raymondier, elle n'existe plus. Dans ce monastère, je n'existais plus. Et c'est là où j'ai compris après ce que ça voulait dire la non-dualité, mais là, c'était une expérience que je faisais. Et d'un coup, il n'y avait plus de soucis. Et quand nous sommes dans un état de non-souci et surtout dans un état de reconnaissance, on le retrouve dans la cohérence cardiaque. Oui. Normalement, dans la cohérence cardiaque, il vous est demandé de respirer comme si vous respiriez avec votre cœur. Donc, vous inspirez. Et en même temps, sentir ici une dilatation sous les dernières côtes. Mais on ne fait pas mais on se relâche. Donc, on inspire. Et on relâche insensiblement. Mais, et c'est là le génie de Buteyko, c'est avoir une fin d'air. Ça veut dire qu'on est là, mais on en prend un petit peu moins que la normale. C'est-à-dire, au lieu de prendre la quantité que nous aurions envie de prendre, eh bien, c'est exactement comme un verre de vin. Si des gens qui aiment le vin, ils vont prendre une petite goutte, hop, et on y va. Petite goutte, hop, donc on y va. Donc ça donne, la plupart du temps, regardez, ça donne ça, donc ça c'est l'agitation, de l'agiter comme je suis ordinairement. Mais si je fais du Buteyko, ça va monter un petit peu, puis ça va stagner, et puis ça va redescendre, et je vais laisser, après l'expiration, je vais laisser une pause respiratoire. Alors Constantin Buteyko avait trouvé quelque chose, il avait fait un travail fantastique en Sibérie, et il avait un laboratoire énorme où il avait des trucs, je veux dire, des ordinateurs, mais extrêmement performants dans les années 60. On lui a détruit son laboratoire, c'était le KGB, parce que ça faisait ombrage déjà à l'establishment des médicaments. Parce que, d'un coup, réapprendre à respirer. On n'a plus besoin de médicaments, on n'a plus besoin. On se passe d'une multitude de médicaments puisqu'on arrive à soigner des maladies très différentes comme l'asthme, l'angine de poitrine, l'hypertension, l'hypernervosité, les crises de panique, les crises tout ça. Mais vous vous souvenez aussi, la plupart du temps, la tétanie spasmophilique, c'est une baisse de CO2. La plupart du temps, on met un truc, un plastique sur la tête et on respire pour faire revenir le CO2. La méthode Buteyko, c'est exactement ça, si ce n'est que on modère sa respiration pour ne relâcher que très peu de CO2, pour le faire remonter. Quand on fait une apnée tout de suite après l'expiration, on reste tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce monastère? J'étais là, j'étais tranquille. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les moines que je rencontrais, c'est des êtres tranquilles. Et aussi, particularité,
ils ne parlent pas. Et les chartreux ne parlent pas, les cisterciens. Mais il y a une raison. Il ne veut pas, tant qu'on parle trop, qu'ils parlent trop, eh ben, s'évadent. Et à un moment donné, ça sonne creux. Il y a des gens, par exemple, au gouvernement, qui parlent beaucoup, mais il ferait mieux de se taire. Pour la seule et bonne raison que trop parler nuit, mais nuit à notre CO2 que nous, et les réserves biologiques sont au plus bas. Et si vous regardez bien, les jésuites qui étaient des enseignants extraordinaires, ils parlaient très doucement dans les classes, et si vous aimez mieux, on leur permettait de rythmer les paroles. Donc il y a un rythme oratoire qui permet d'avoir une prestance. Et on retrouve d'ailleurs, si on regarde, Français, je vous ai compris. On voit un rythme, mais on le retrouvait aussi chez les moniales ou chez les moines, le Salve Regina, et justement, c'est rythmé, donc les chants grégoriens sont rythmés de telle manière à ce qu'on monte et on module. Et alors ça a une activité sur le système parasympathique, on ralentit, on se met dans un état d'enstase et d'extase, et à un moment donné, ça modère le système nerveux, et les neurones cardiaques vont influencer ici, ils vont influencer aussi les neurones que nous avons dans le ventre. Et dans le ventre, nous avons aussi des neurones. La maladie d'Alzheimer et la maladie Parkinson prend naissance dans le ventre. Donc, les gens qui n'ont aucune conscience de tous ces phénomènes respiratoires sont en danger pour quand bien même ils mangent correctement, pour quand bien même ils aient un rythme de vie qui est normal. Non, parce que je veux dire qu'il veut aller loin de ménage aventure. Si on regarde les animaux qui deviennent les plus vieux au monde, la tortue, elle respire. L'éléphant respire doucement. Le cachalot respire doucement. Mais la baleine aussi, 3 respirations par minute. Mais j'ai appris aussi des apnéistes, tout ça. Aujourd'hui, je suis tout à fait étonné de ce qui m'arrive parce que je peux retenir ma respiration 6 minutes. 6 minutes sans bouger. C'était impossible à d'autres périodes de ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, la plupart du temps, c'est exactement comme devant un âtre. Donc, vous faites rentrer d'air, elle ressort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça... Mais ça ne se fixe pas. Donc, ça fait des allées et venues. Mais l'effet bord, vous rejetez du CO2, beaucoup. Alors oui, on va dire que c'est un truc toxique. Non, c'est qu'on ne connaît pas la physiologie. Il n'y a pas d'un côté un gaz qui est bon et d'un autre un gaz qui serait mauvais. C'est un équilibre entre le CO2 et l'oxygène. Ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis 150 ans, à Roya, une station thermale utilise le CO2 thérapie pour l'artérite des membres inférieurs. On va injecter du CO2 et les gens ils ne pouvaient plus marcher et on guérit l'artérite oblitérante des membres inférieurs. Le CO2 est un puissant gaz de résurrection du corps et les gens l'ont totalement oublié. D'un côté, il y aurait le bon oxygène, de l'autre côté, le mauvais CO2. C'est une connerie. Ça ne tient pas compte de la physiologie. L'oxygène, dans certains cas, c'est ce qui s'est passé pour le chanteur, là, comme il s'appelle, Gilbert Montagnier. On lui avait mis de l'oxygène. Il était né prématuré. Ça l'a rendu aveugle. Ça brûle l'oxygène. L'oxygène brûle. Si moi, je suis un ardent, c'est que j'ai parfois beaucoup d'oxygène. Ça brûle. Mais vous vous brûlez, vous vous oxydez. Alors que le CO2, ça calme, et ça régule. Et en même temps, le CO2 a des valeurs vasodilatatrices, puisqu'on le retrouve dans les artérites, ça ouvre les veines. Mais aussi, et Constantin Bucteco avait obtenu des résultats sur le diabète. Ouais. Mais parce qu'on ne sait pas qu'il y a toute la physiologie qui se passe au niveau du sang. Au niveau du sang, c'est ce dont parlait donc Quinton, justement. Nous sommes un aquarium et à l'intérieur, les gaz doivent être il doit y avoir un équilibre acido-basique. Si nous sommes trop acides, eh bien dans certaines conditions, nous allons développer certaines maladies, mais au niveau des cellules, alors que le sang doit être acide, les cellules doivent être alcalines. Et ça s'inverse. Donc le sang devient alcalin et après, parce que nous mangeons mal, nous mangeons du sucre, nous bouffons n'importe quoi et en même temps, nous mangeons trop vite. Et par-dessus le marché, ce dont parlait d'ailleurs Patrick McKeown, nous parlons trop de temps en temps. On doit faire le silence. C'est remarquable, c'est un régal de t'écouter, Roland, vraiment. Tu as une chaleur communicative magnifique et ce que tu dis, c'est vraiment des lois essentielles de la vie.
Parce que c'est vrai qu'on apprend à parler, mais on n'apprend pas à respirer. Et ça, c'est vraiment un drame sans nom. Parce que du coup, ça donne, c'est effectivement, et je vois ça dans l'histoire du Covid, le nombre de gens qu'on a tués en leur mettant de l'oxygène à haute dose, enfin, ils respirent mal, et au lieu de calmer la respiration, on leur met de l'oxygène, ce qui les détruit, quoi. Enfin bref, c'est vraiment... Alors, il y avait, dans les années, il y a 50-60 ans, on avait le dioxygène. C'est-à-dire qu'on avait du dioxyde de carbone dans les systèmes de réanimation. Il y avait Ferguson, enfin, je ne sais plus le nom, des physiologiques de l'époque, des vrais physiologiques. Parce qu'on n'a plus de physiologiques, on a aujourd'hui des diagnosticiens. On n'a plus des médecins, on a des diagnosticiens. D'ailleurs, un diagnostic, ça part du principe qu'on a une machine en diagnostic. C'est ce qu'a fait Ferguson. Il avait diagnostiqué qu'il allait y avoir 500 000 morts en France. Bon, on dit on va faire tout le monde parce que les diagnosticiens avaient des diagnostics, c'est des études au travers des ordinateurs, mais qui ne tiennent pas compte de la physiologie, la vraie physiologie. Mais si on tient compte de la physiologie et qu'on tient compte de l'équilibre acido-basique, parce que là aussi, on parle d'équilibre acido-basique au niveau de l'alimentation, mais le CO2 permet un très bon équilibre acido-basique. Sinon, les bicarbonates, ça serait trop long de dire ce qui se passe dans le sang, mais nous ne pouvons pas avoir, un corps équilibré si nous n'avons pas suffisamment de CO2. Alors, je disais, normalement, dans le sang, on devrait avoir 6,5% de CO2. Mais en hyperventilant, nous réduisons, et nous en est peut-être à 4. Et là, à ce moment-là, on a une hypoxie cellulaire. Donc, les gens ils se mettent à ventiler. Et encore, c'est pire. Et on le voit d'ailleurs dans les courses. Si on regarde bien les Éthiopiens, quand ils courent, attendez, c'est une connerie. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faudrait courir lentement, calmement. Et à ce moment-là, l'oxygénation. Mais il y avait Bradley Wiggin qui avait gagné le Tour de France, et puis toute l'équipe qu'on avait dans les années des Anglais, qui avait des pratiques respiratoires déjà pour gagner le Tour de France, parce que lui, il était un champion de poursuite, il était devenu champion. Alors on dit, et en même temps, ce qui est intéressant pour la pratique sportive, c'est que ça crée de l'OPO. C'est-à-dire que d'un coup, cette hormone qu'on injecte pour les sportifs de haut niveau, par la respiration, vous avez de l'OPO, donc vous dopez le corps parce que vous respirez d'une certaine manière. Je suis bien placé pour pratiquer le pranayama, donc je sais ce que c'est. Et pour m'être retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois, je me suis retrouvé à la campagne à moins 10 degrés, j'avais pas rien sur la tête, j'avais mes pieds nus, parce que je marche pieds nus comme les moines, j'avais les mains nues, et j'ai voulu traverser un endroit où il y avait énormément de neige, je me suis engouffré, à ce moment-là, j'étais prisonnier dans la neige. Et c'était le matin, parce que je vais me balader à 6 heures du matin. Et là, pendant 3 quarts d'heure, j'avais marché, et là, j'étais coincé. Et à un moment donné, j'ai commencé à paniquer, et je me dis, oh, Roland, tu te souviens ce que tu te calmes. Alors, j'avais froid, je pouvais plus bouger les mains, je pouvais même pas appeler la police, parce que les pompiers, j'étais tétanisé. Et là, je me suis mis à ralentir ma respiration, à me calmer. Il faut surtout... Et je ne me suis pas affolé, et j'ai rampé sur la neige, parce que je m'enfonçais. J'ai rampé sur la neige pendant 3 quarts d'heure, pendant 3 kilomètres, et j'ai regagné mon radio, j'ai dit, ah oui, j'étais KO, parce que 3 heures à moins 10 degrés, les pieds nus, et bien, 70 ans, et après, quelle chaleur, parce que en faisant certaines pratiques, comme nous pouvons faire Buteyko ou d'autres, on fait monter la chaleur à l'intérieur. Ah, mais j'avais les extrémités toutes froides, endolories, les pieds complètement endoloris, et j'avais retrouvé une vitalité, comme si de rien n'était. Et c'est ça, le Constantin Buteyko. Alors, je remercie tout le travail qu'avait fait ce fantastique physiologiste qui est mort en l'an 2003. Il est mort comme on s'endort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été tellement dénigré, il est parti, mais il n'est pas mort, il est parti, c'est pas pareil. Mais on avait été chercher Constantin Buteyko, et vous savez quand? C'est celui qui l'avait réhabilité, c'est, comme il s'appelle, celui qui a fait tomber le mur de Berlin en Russie, je ne trouve plus son nom, Gorbatchev. Gorbatchev avait été chercher Buteyko, puisqu'il avait réhabilité la méthode Buteyko, Gorbatchev, et comme il était d'origine ukrainienne, il était russe d'origine ukrainienne, il a été à Tchernobyl. À Tchernobyl, il a soigné des gens par la respiration. Et il a guéri des gens qui étaient atteints de radiation, phénomène de radiation. Il se trouve que
par le phénomène biochimique, nous allons évacuer le corps à cette capacité de se réguler. Et c'est là où c'est très important. C'est que Constantin Buteyko disait, je ne vous apprends pas à changer votre respiration, c'est à revenir à votre respiration initiale. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, les gens étaient des peuples tranquilles. Vous aviez des paysans, ils étaient sur le bord ils étaient là, tranquillement. Et vous en voyez encore dans l'Ardèche, ils sont là, tranquillement, sur le pas de la porte, et ils sont calmes. Et j'avais quelqu'un dans ma famille, c'était mon grand-père, et je regrette de ne pas l'avoir. C'était un mineur de fond, il était toujours en train de rire, il était riant, il ne critiquait jamais personne, il ne parlait pas, il n'était pas bavard du tout. Alors, à l'inverse de son petit-fils, il était tranquille, il avait un hara extrêmement, parce que là aussi, le hara, on pourrait dire beaucoup de choses sur le hara aussi, et le microbiote, un hara très très développé, et il mangeait cru, il mangeait les oignons crus, il ne mangeait jamais de sucre, parce qu'il disait, ça c'est pour les femmes, et une constitution très young, il faisait 8 heures de mineur de fond, plus 4 heures chez les maçons, 12 heures de travail, il s'endormait, et quand 5 minutes après on allait le voir, il dormait comme un enfant, et j'ai toujours connu mon grand-père comme un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui était simple, pas simplet, pas du tout, mais qui se cassait pas la tête. Il avait quelque chose de Maurice Chevalier, dans la vie, il faut pas s'en faire, moi je m'en fais pas, et quelque part, il n'avait jamais connu la maladie, et bien qu'il ait eu une vie rude, puisqu'il venait des paysans, il a connu la famine quand il était petit, parce qu'il n'a pas mangé à sa faim, il n'a pas eu d'éducation, et il ne savait pas lire, il ne savait ni lire ni écrire, et par contre, il avait une connaissance du cœur extraordinaire, et ce qu'il aimait par-dessus marcher, c'était ses petits-enfants, et comme conteur d'histoires. Et si j'ai la capacité de raconter des histoires, je le dois à mon grand-père qui me racontait des histoires de loups et de renards, des soirées en entière, et il racontait, mais il avait une respiration lente, calme. Et quand on voit, si vous regardez bien les peuples orientaux traditionnels, ils sont dans leur hara, et souvent ils sont, paisibles. Et nous sommes toujours agités du bocal, et nous sommes toujours en train, arrêtons d'aller voir toujours des informations, on s'en fout des informations, ça sert à rien, on peut aller voir TF1, peu importe les informations, et souvent des informations qui sont débiles et qui ne sont pas ajustées. Quant au CO2, là il y aurait peut-être une émission à faire sur le CO2, quelle connerie on a pu raconter sur le CO2. Oui, pour la seule et bonne raison que quand il y avait des centrales à charbon à Saint-Étienne, puisque c'était le CO2, on est d'accord, hein, on a connu les années 54 où il a fait très très froid, les années 56, tout ça. Et le CO2, ça faisait 3 siècles qu'il montait dans l'atmosphère. Et dire que le CO2 réchauffe l'atmosphère, c'est une connerie. Pour la seule et bonne raison, comment se fait-il qu'à un moment donné, il refroidissait, maintenant il réchauffe? Et on a quand même des preuves, suivant lesquelles que dans les années 50, il y a eu en 42 un hiver très froid, des années avant aussi. Même l'hiver 1870, il y avait déjà du CO2, puisqu'il y avait déjà le charbon, hein. La révolution industrielle, c'est pas d'aujourd'hui, 18e siècle, 19e siècle, le pétrole et la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et en 1956, l'hiver 56 a été l'hiver le plus froid qui existait à Saint-Étienne. On a battu moins 28 degrés tout le mois de février 1956. Comment se fait-il que le CO2 n'a pas réchauffé alors qu'il était dans l'atmosphère depuis des lustres? C'est quand même un monde, hein. Et là, depuis 30 ans, ça s'inverse. On dit que le CO2 fait monter. Non, mais on dit des sottises sans nom. Toutes ces histoires du réchauffement climatique, la taxe carbone, c'est un monde absolument délirant. Mais c'est le même délire que Big Pharma qui prétend qu'on va vous soigner avec de la chimie et des injections. C'est un monde de fous dangereux qui ont complètement perdu les bases de la vie. Et les bases de la vie, c'est effectivement ce qu'on mange, ce qu'on respire. C'est fondamental, ces choses-là. Moi, je vais te faire rire en te disant que un des moyens de calmer la respiration, c'est de rire. Parce que quand on rit, une fois qu'on a ri, la respiration devient beaucoup plus calme. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune médecin en médecine d'urgence. J'étais appelé pour des crises d'asthme. Et la crise d'asthme, c'est toujours 3 heures du matin, parce que c'est l'heure dans les méridiens chinois, c'est le poumon. Quand je t'allais revenir vite, je ne peux plus respirer. Alors, j'arrivais, et puis, à l'époque, on n'avait pas encore des appareils comme ça. Alors, je disais, je prépare la seringue, parce qu'on faisait des piqûres à cette époque. Je disais, mais pendant que je prépare ma seringue, vous allez rire. J'en pensais que j'étais fou. C'est pas drôle. Je disais, allez-y, riez. Il riait. Tant qu'il pouvait, je préparais ma seringue un peu lentement exprès. Et quand je voulais faire la piqûre, je disais, bon, alors je vous fais la piqûre. Et les gens me disaient, il n'y a plus besoin, mon asthme est parti. Parce que la crise d'asthme
dès qu'on calme la respiration, eh ben, l'asthme disparaît. C'est de l'hyperventilation. Alors que ce soit par le rire ou par la respiration lente de Buteyko, ce qui est beau, c'est que c'est des choses d'une simplicité fantastique, mais qui malheureusement ont disparu de la scène parce que les gens, quand ils vont mal, vite une pilule, vite un traitement, mais ils oublient. Il y a aussi il y a eu un mauvais enseignement qui a été fait au travers de la respiration. C'est quand on dit l'oxygène est bon et le CO2 est mauvais. Donc ça, c'est un mauvais enseignement. Et puis, il y a aussi beaucoup, je l'ai vu moi dans les trucs de yoga, des endroits, respirer profondément. Alors, les gens qui gonflent, non, c'est normalement respirer profondément dans les profondeurs. Ça veut dire respirer dans les profondeurs. Les alvéoles pulmonaires, là, au fond, là, sous les côtes, c'est là qu'il y a 5 lobes très importants. C'est là que se font les échanges cellulaires. Donc, c'est pas ici. Et quand on voit, regardez bien les gens que. Et alors, mais aussi, c'est une société qui est hyper excitée. Le sexe, c'est. Le fait de manger. Mais regardez le. Et on le voit dans les représentations, on le voit dans les phénomènes, même dans les messes aujourd'hui. Alors que quand vous voyez les moines dont je parle, c'est presque tout au ralenti. Ça se fait d'une manière harmonieuse, calme. Alors que maintenant, tout est dans une agitation frénétique et on passe d'une information à une autre pour aller rebondir sur une autre information. Et cette fois-ci, ça n'a plus de sens, ça n'est ni queue ni tête. Alors, on n'a plus la concentration. Et par exemple, dans les monastères, les moines, quand ils mangent, ne parlent pas. Et il y a quelqu'un qui parle, qui va dire les nouvelles du jour, c'est tout. Mais on ne se parle pas. C'est volontaire parce que, et en même temps, ça augmente la concentration. C'est-à-dire que dès que nous avons des exercices respiratoires, et c'est là où il faut donner des choses très pratiques, parce que si la santé, ça ne va pas, il faut donner aux gens qui nous regardent la possibilité, effectivement, d'apprendre que on devrait faire des exercices respiratoires en se levant le matin, ensuite un peu avant midi, ensuite vers les 6 heures du soir et avant de se coucher. Pourquoi ? Parce qu'on va préparer et on va changer la chimie du sang, parce que le sang est toujours en train de changer. Là, j'aurais beaucoup parlé. Il va falloir, avant de me coucher, de me réguler de telle manière à ce que je fasse remonter, parce que le CO2, il monte, il descend, et en fonction du rythme respiratoire avec lequel... Mais ça demande une attention. Ça ne veut pas dire d'être obstiné, mais ça demande de se réguler et d'avoir une sorte de maîtrise de soi. Et c'est là où j'inviterais, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est la méthode Vitos, je ne sais pas si tu connais. La méthode Vitos, c'est cette capacité que nous avons d'être dans notre corps et de vivre notre corps, de se recentrer, d'être, la réceptivité vitosienne et l'émissivité. Donc, nous devons être réceptifs à notre respiration et pas compter spécialement 1, 2, 3, 4, c'est d'être attentif. Et en même temps, sentir ici, dans les cordées du nez, parce que c'est très important. C'est là qu'il y aurait des endroits d'absorption du prana. Si nous allons très doucement, et le prana est une nourriture, parce qu'on parle d'une nourriture pranique. Et même dans un endroit pollué, ça pose pas de problème. Le prana, même s'il est beaucoup plus fin, mais il est tellement fin qu'il passe de partout, même dans la pollution. Donc, nous avons des grosses molécules, mais aussi de ne respirer que par le nez et de jamais respirer par la bouche, d'aller lentement et d'avoir la sensation qu'effectivement les cils du nez ne bougent presque pas. Donc, respirer comme si nous humions une rose et fermer les yeux. Et en même temps, détendre les muscles de visage et d'aller doucement. Voilà. J'inspire, j'expire. Mais jamais prendre trop. Voilà, doucement. Et on s'abandonne à la respiration. Et s'abandonner à la respiration, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise de cette tyrannie de l'avoir pour endosser l'être. C'est de se laisser prendre par quelque chose qui est plus grand que nous. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris qu'il existait un monde où il y avait quelque chose qui se passait et notre système parasympathique, il est plus long à se mettre en place. C'est le système sympathique, c'est le système d'alarme. Le système parasympathique, il est long. Donc il faut respecter son temps et prendre son temps. Prendre son temps et se donner le temps de prendre le temps. Se lever un petit peu plus tôt, on n'est pas obligé de rester jusqu'à 7 heures. Moi, je suis levé à 3 heures du matin, c'est encore mieux. Et on y va doucement. Et à un moment donné, d'avoir cet esprit, d'être là, totalement là,
Et je rappelle que les bases du bouddhisme ont été liées au fait que Bouddha, sous l'arbre de la Bodhi, eh bien, il s'est vu respirer. Il a renoncé à tout ce qu'il avait cherché avant, puisqu'il avait fait des pratiques yogi, il avait rencontré des hindouistes, des sadhus. Et puis il était comme un coucou, il était vraiment dans un état heureux. Et à ce moment-là, il était sous l'arbre de la Bodhi. Il s'est laissé prendre par quelque chose de plus grand que lui, tel Jésus, à moins que tu naisses de nouveau. Eh bien, il y a une naissance, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on pense que Jésus, il parle d'une naissance qui s'est... Non, mais la naissance, nous pouvons la voir maintenant. Là, nous sommes prêts, nous avons le corps de gloire qui est aussi en nous, il n'est pas... Alors, bien sûr, on va dire que c'est pas du tout ésotérique, il suffit d'en faire l'expérience, il suffit de le faire pour se rendre compte. Et à un moment donné, il y a un aspect de jouissance et un aspect de paix qui gagne notre cœur, qui est incomparable. Mais il suffit de vouloir le faire et de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable !» Et Buteyko, c'est exactement ça. Mais ça demande, et d'où aujourd'hui, nous avons oublié quelque chose qui me paraît important, qu'on retrouve d'ailleurs dans les modèles cisterciens ou chez les chartreux, c'est l'esprit de discipline, mais notre propre discipline, c'est-à-dire que si nous ne prenons, effectivement, tu as raison, Tal, notre santé, si nous ne la prenons pas en main, eh bien c'est les autres qui vont la prendre à notre place. Aujourd'hui, par exemple, il y a une épidémie d'Alzheimer, mais c'est pas vrai. L'Alzheimer, ça se prend à 50 ans quand on a vraiment l'Alzheimer, comme Rita Hayworth, elle est tombée. Mais il y a tout un tas de gens qui sont un peu débiles, mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment des vitamines du groupe B, parce qu'ils sont en hypoxie. Donc, dès que le cerveau est vide d'oxygène, eh bien, on rentre dans un état et à ce moment-là, on va être diagnostiqué, mais c'est complètement idiot. Et il y a beaucoup de trucs qui font que, et je reconnaissais tout à l'heure la dame qui a 86 ans, elle me dit, mais vous savez pas sur le bien-être que vous m'avez fait simplement parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je ralentisse. Ralentissez, vous n'êtes pas obligé de doubler la personne qui est devant vous, non, vous êtes derrière, vous êtes très bien, vous êtes au feu, profitez-en pour faire une pause respiratoire et reprendre. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de méthodes respiratoires. On pourrait peut-être refaire une émission sur différentes pratiques respiratoires qui sont salvatrices. Et ce qui est intéressant, qui ne coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout, ça demande simplement une discipline. Mais ça ne coûte rien du tout. Mais la santé qui s'apprend, dont tu parles, Tol, mais ça coûte quoi? Moi, par exemple, je mange régulièrement du riz complet. Je peux me rester pendant une semaine en mangeant que du riz complet. Et ça coûte quoi? 3 sous? Ça coûte rien du tout. L'alimentation, ne vivez par vous, donc de Oshawa, c'est manger moins. Et Constantin du Buteyko disait, nous sommes faits, notre corps est fait pour respirer moins, pour manger moins et pour dormir moins et avoir une activité intense. C'est ça, c'est moins, c'est pas plus. Et au contraire, par le moins on peut plus, et par le plus on peut moins. Quand on regarde une personne qui a bien mangé, oh ouais, on a bien un bon repas. Et vous voyez ce type-là, ben il est atteint d'une maladie, souvent au niveau là, d'insulinorésistance, il a des constantes biologiques qui sont au rouge, trop de sucre, trop de cholestérol, trop d'acide gras qui se baladent. Et la ceinture, oui, on va peut-être même prendre pour affaire. Et là, voilà. Eh bien, nous sommes dans une société comme ça. Qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui il y a une pauvreté qui est là, elle est réellement là. Mais le vivere paro, c'est exactement comme Pierre Rabhi qui disait, c'est la constance de la sobriété, une sobriété heureuse. Mais heureux, parce que le fait que c'est pas parce qu'on est sobre qu'on doit être triste. On est sobre, mais ça nous rend joyeux et ça nous rend, on n'a pas grand-chose, mais on est heureux. Eh bien, et cette mentalité, c'était celle de mon grand-père qui était mineur de fond. Il n'avait rien, mais 3 fois rien, il faisait tout. Il n'avait jamais vu la mer, il s'en foutait de voir la mer. Il avait ses enfants, ses petits-enfants. Il avait un capital de vie et une vitalité. C'était un marcheur invétéré comme moi, il marchait des kilomètres. Il allait au ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, il faisait 40 kilomètres retour. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'était un tsumo. Et avant, les sociétés, et c'est là où je voulais en venir,
c'est qu'avant, on avait les sociétés traditionnelles, on avait un savoir traditionnel qu'on a jugé archaïque parce qu'on les prend pour des rétros pour les cons. Alors qu'en réalité, c'est dans cette société traditionnelle qu'on peut savoir énormément de choses. Je connais bien la macrobiotique puisque Georges Savoie, lui, il a été tuberculeux. Et il s'était guéri de la tuberculose par la vieille médecine chinoise, la vieille alimentation chinoise. Pas chinoise, japonaise. Donc, avec des spécifiques. Mais j'ai jamais vu quelque chose aussi fabuleux que les spécifiques macrobiotiques, par exemple. Mais des trucs traditionnels. Mais les gens, il y a 5 zones dans le monde où les gens deviennent le plus vieux. 5 zones bleues qu'on appelle, Dan Botner, et qui a étudié ça. Et il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de vaccins. Et ces gens-là, ils arborent une santé extraordinaire, ils arrivent à 90 ans, 100 ans, et ils sont bien. Et il y en a même qui se reproduisent, un peu comme Victor Hugo d'ailleurs, et quelque part, il sautait la boniche, il avait 80 ans. Mais j'ai connu, moi, quelqu'un qui avait une vitalité et qui avait fait le régime de, comment il s'appelle, celui de la vie claire, le créateur de la vie claire, qui connaissait bien le créateur, Geoffroy. Et mais à 80 ans, il faisait la cour à des petites jeunettes. Et il me disait, une fois qu'il avait rencontré une jeune qui avait 20 ans, et qu'il lui disait, mais vous êtes trop vieux. Non, c'est elle qui est trop jeune pour moi, qui racontait. Bon, mais ça, c'est anecdotique, mais il avait une vitalité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une baisse de vitalité, et surtout en vieillissant, regardez ce que mangent les gens dans les EHPAD, la manière, les gens avaient. C'est terrible. Et regardez justement, aussi une caractéristique de quelqu'un qui a attardé mental. Oui. C'est un signe, c'est parce que l'hyperventilation qui se fait par la bouche est extrêmement dangereuse. Si vous regardez les Sioux traditionnellement, ils fermaient leur bouche justement. Les populations des Sioux ou les Indiens d'Amérique du Nord, on apprenait aux enfants, on les emmaillotait de telle manière à ce qu'ils n'aient pas trop de respect. On les emmaillotait, vous vous souvenez? Avant, les gens avaient des ceintures de flanelle qu'ils se mettaient aussi pour garder là ici une résistance, une force au niveau du ventre. Et un Sioux, et un regard impassible, les Sioux. Mais que j'ai rencontré des maîtres spirituels, mais je veux dire, même parmi la communauté chrétienne, mais même aussi bouddhiste, c'est pas des gens qui parlent beaucoup. Et une parole, c'est la bonne parole. Ils vont pas mettre 1000 mots là où on peut en mettre un. Eh bien, c'est ça. Et nous avons perdu le sens de la modération, de la pondération et le sens de l'économie. Et aussi, parler pour rien dire. Mon grand-père ne faisait jamais d'histoire. Il parlait pas des autres. Ça ne l'intéressait pas. Il parlait pas de politique. Mais par contre, il racontait parfois des histoires un peu oiseuses. Mais ça le faisait rire parce que il était un peu comme les chansonniers du début du siècle dernier. Il était un peu comme celui-là, depuis que je suis sur la terre, c'est pas rigolo. Et c'était ça, mon grand-père. Eh bien, cette caractéristique des gens heureux, c'est des gens qui respirent moins, qui sont calmes et qui vivent à un régime. Alors, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, vivre calmement, c'est pas vivre lentement. On arrive à aller même beaucoup plus vite parce qu'on perd pas les choses. On met, voilà, et au contraire, on ordonne, pam. L'esprit est beaucoup plus clair, les idées sont plus vives, et d'un coup, moi, je peux écrire un texte en 2 heures, je peux écrire 3, 4, 5 pages, parce que j'ai l'esprit vif, même à 3 heures du matin, parce que la respiration butéco est un élément qui vous permet d'ouvrir l'esprit. Et en même temps, ça ouvre la glande pinéale. Ça serait trop long à expliquer tout ça. Mais tous ces exercices, toute cette manière de vivre qui est à notre disposition, eh bien, on peut vous l'apporter, puisqu'on aura peut-être l'occasion de se retrouver avec Tal et de faire des apprentissages, mais peut-être des apprentissages concrets. Parce que la respiration butéco, il y a quelque chose qu'il faut retenir, il faut la posture, la manière de se tenir. Tout ça, je pense qu'on pourra peut-être une prochaine émission, s'il le veut bien. C'est l'occasion de dire aussi que moi, je prends souvent des textes que tu écris sur le net dans mon blog. Moi, je fais les blogs de Tal, je suis au 91, où je donne des informations qu'il n'y a pas dans les journaux. Et très souvent, je recopie des textes de Roland, parce que tout ce qu'il a écrit sur la respiration, sur d'autres sujets, c'est vraiment de l'or. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me faire un mail et je vous enverrai les textes, ou à Roland, et on vous enverra des textes qui expliquent ça en détail, qui vous donnent toute la compréhension intellectuelle dont il y a besoin pour pouvoir vraiment bien faire les exercices. Mais j'ai fait aussi une vidéo sur le nerf vague qui explique les qualités du nerf vague, parce que là, il y a de nombreuses recherches qui mettent en évidence le nerf vague sur l'aspect de la santé. C'est-à-dire, on peut recouvrer la santé parce que, et
c'est par la respiration parasympathique, le nerf vague, c'est-à-dire justement au ralenti, qu'effectivement on active tout un tas de phénomènes biologiques pour se reconstituer. Le nerf vague est l'élément qui va reconstituer la santé. Il y a aussi un autre gaz qu'on ne sait pas, qui est très important, qui était aussi le cas d'un prix Nobel 1998, je ne sais plus le nom d'un Américain, c'est l'oxyde nitrique qui se fabrique dans le nez. Et donc, si nous respirons d'une certaine... Et qui est le virucide le plus important, qui tue toutes les bactéries. Et il y a des travaux, vous allez voir, oxyde nitrique et virus de Covid, ça détruit le virus Covid. Et c'est des travaux qui ont été faits. Et c'est vrai. Mais à partir du moment où nous respirons comme ça, eh bien, cette respiration, dans le nez, nous avons le tueur des virus le plus puissant qui existe sur cette terre. Et pourtant, c'est vrai. Oui. Et c'est aussi un élément très important pour tout ce qui est le système circulatoire. Parce que c'est... Exactement. Vasodilatateur. Voilà. Il vasodilate tout et c'est pour ça que beaucoup de gens ils prennent des médicaments, que ce soit le Viagra ou des choses comme ça. Viagra, oui. Parce qu'ils sont trop crispés. Le drame de la plupart des gens, c'est qu'ils sont sous dominance sympathique toute la journée, à fond, et le parasympathique n'a plus le temps de régénérer l'organisme. Donc, du coup... Il faut prendre. Aussi une chose, c'est la plupart du temps, les gens vont faire du zen, vont faire du yoga, vont faire dans une salle ou peu importe. C'est très bien. Hein, je ne critique surtout pas ça. Mais pourquoi ne pas faire de sa vie quotidienne un acte de transformation? C'est là que nous pouvons, dans le quotidien, nous reprendre. Oh non, et je dois être conscient, vivre consciemment la pleine conscience. La pleine conscience, c'est on ne peut pas faire Buteco si on ne peut pas faire la pleine conscience si on ne fait pas Buteco et vice versa. Donc, on doit être totalement conscient de ce qu'on fait. Et à ce moment-là, il y a une douce conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une irritation, on est dans une capacité de recevoir finalement les choses. Et d'un coup, les choses même les plus négatives deviennent des manières de rire. Et si Dahl peut le dire, j'ai fait des textes où je marre littéralement parce que je me moque de telle et telle personne et j'envoie des petites choses, mais parce que je m'amuse en écrivant. Parce que je ne prends pas très au sérieux ce que peuvent faire des Véran, ce que peuvent faire des Buzyn. Un temps, ça me fait rire. Ils me font rire, ces gens-là, mais ça me fait rire parce qu'ils peuvent dire une chose et leur contraire. Alors, bon, ça serait pas dramatique s'ils n'avaient pas le poste qu'ils occupent. Mais parfois, c'est un peu stupide parce qu'ils demandent des trucs, des stupidités qu'ils arrivent à dire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la folie des dirigeants et de tout ce système de Big Pharma, etc., a un point positif, c'est que ça oblige les gens à se réveiller. Et les gens, aujourd'hui, se réveillent. Ils se rendent compte qu'on leur a menti sur toute la ligne. Moi, ça me fait rire quand on me traite de complotiste, parce que ce qu'on dit depuis 3 ans, les gens le voient maintenant. Mais quand on le disait, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'on racontait, etc. Et puis maintenant, peu à peu, les gens se réveillent. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est comment on s'éveille, on ouvre sa conscience, comme tu l'as fait chez les... Et puis, il y a aussi une autre chose qui voit les choses autrement. Moi, j'ai eu une culture livresque, c'est-à-dire toi aussi, tu as délivré des ouvrages comme Beldenson ou je sais plus sur aimer, c'est se libérer de la peur ou je sais pas, des choses qui sont merveilleuses que tu avais mis en place. Mais j'ai à la maison plus de 3000 ouvrages. Donc, tu peux t'imaginer tout ce que j'ai pu incurgiter depuis des années, que ce soit dans les philosophies, les trucs comme ça. Et les gens n'ont plus de culture livresque et c'est dommage parce que le livre est quand même l'élément le plus important pour se faire une idée. Alors, il y a la culture nette, mais souvent, la culture des nets, elle est pauvre. Et pour arriver à se cultiver sur le net, il faut avoir accès à des informations qui sont extrêmement techniques. Et pour moi, je m'en suis servi pour Buteco, mais il faut que j'aille chercher en Russie, il faut que j'aille chercher en Gebhardt et aux États-Unis, parce qu'il y a des choses sur la respiration, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes aux États-Unis, extrêmement intéressantes en Irlande, extrêmement intéressantes en Russie, et extrêmement intéressantes dans le monde entier, mais en France, zéro, il n'y a rien. Donc, on n'a pas d'éléments bibliographiques qui nous permettent de nous reposer sur quelque chose qui est un capital très important. Quinton, qui avait été quand même un Français, il a disparu des tablettes. J'ai écrit un texte que tu as certainement lu, mais pourquoi, par exemple, Quinton, qui, avec simplement d'eau de mer, guérissait du typhus, qui guérissait du choléra, qui guérissait de la tuberculose, on l'a évincé, il n'existe plus. C'est quand même c'est qu'il y a plein de gens qui avaient trouvé des choses formidables, mais qu'on a évincé pour faire place à la chimie, aux injections. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais grâce à des gens comme toi, on se rappelle que ces gens ont existé et que leur message est toujours d'actualité. Quinton, c'est toujours d'une actualité brûlante, parce que ce qu'il faisait était génial. Et l'eau de mer, c'est quand même le premier des médicaments. Donc toute cette dynamique. Alors, on va pas aller plus loin parce que
on ne veut pas qu'elles soient trop longues. Et l'important, c'est de centrer notre attention sur tout ce que tu nous as apporté ce soir. Vraiment, je trouve que c'est de l'or, c'est passionnant. Et c'est des choses simples qu'on peut mettre en pratique dès demain matin ou dès ce soir. C'est vraiment tranquillement calmer le jeu, entrer dans cette phase tranquille de la lente expiration, de la pause en fin d'expiration, qui est un moment magique. Les Esséniens faisaient ça il y a déjà 2000 ans. C'est que cette pause en fin d'expiration, c'est un moment où la conscience... On sort du mental, on sort des soucis, et il y a quelque chose qui se dilate. Et la prise de conscience que nous sommes des êtres de lumière se fait à ce moment-là. Tout d'un coup, on sort de l'idée « je suis un petit être humain, etc. » qui va mourir un jour. Pouf, on s'ouvre « je suis un être de lumière ». Quelle merveille. Exact, ça, exact. Très calme. En tout cas, merci infiniment, Roland. Ton enthousiasme était très heureux de t'avoir entendu. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas revus, mais vraiment, oui, plaisir. Tu fais, et au plaisir de te réinviter une autre fois. En tout cas, merci. Et les gens n'hésitent pas à t'écrire ou à m'écrire pour avoir des informations plus détaillées là-dessus. En tout cas, merci infiniment. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci.